Salam alaikum. Donc, dans ce cours, on va voir la glycémie veineuse. D'abord, la glycémie, c'est quoi? La glycémie, c'est dans le sang, ou plus exactement dans le plasma sanguin. Ça sera en grammes par litre ou en millimoles par litre. Le seuil glycémique. Le seuil maximal de glucose ou de la glycémie à jeun est 1,26 g par litre. Une glycémie est considérée normale entre 0,74 g par litre à 1,06 g par litre, avec une moyenne de 0,85 g par litre. Une glycémie postprandiale, c'est-à-dire après un repas, peut aller jusqu'à 1,8 g par litre. Alors que le seuil glycémique chez une personne diabétique, les glycémies seront plus de 7 millimoles par litre à jeun ou plus de 1,26 g par litre, plus de 11 millimoles par litre ou 1,9 g par litre après l'ingestion de 75 g de glucose. C'est ce qu'on appelle l'analyse l'HGPO, l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Maintenant, dans le cas d'une glycémie trop élevée, ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Les symptômes d'hyperglycémie, le soir, le polyurie, l'amaigrissement dans le cas de diabète de type 1, il y a des complications graves comme les complications oculaires, l'atteinte rénale, l'atteinte cardiovasculaire, le coma, etc. Alors que l'hypoglycémie, dans le cas de l'hypoglycémie, c'est le taux de glucose trop bas. Les symptômes d'hypoglycémie, fatigue intense, sueur, tremblement, les mouvements anormaux involontaires des mains ou des jambes, la syncope ou la perte de connaissance. Maintenant, les facteurs qui peuvent modifier la glycémie. Il y a de nombreux facteurs qui sont susceptibles de modifier la glycémie à jeun, comme le tabac et le stress, provoquent une augmentation de la glycémie, alors que l'effort prolongé, le jeûne prolongé, peuvent entraîner une diminution de 10 à 40% de la glycémie. Et même la consommation excessive d'alcool provoque une hypoglycémie. Et même la glycémie aussi en fonction de l'âge et en cas de gestation. Maintenant, on va parler un peu sur le diabète secret, les différents types de diabète, etc. Le diabète secret se définit par une élévation anormale et chronique de la glycémie. La première catégorie de diabète, c'est le diabète primaire. On trouve le diabète primaire de type 1 et s'appelle aussi diabète insulinodépendant. Insulinodépendant parce que les cellules bêta de pancréas sont disparues ou détruites et entraînant une carence totale en insuline, c'est-à-dire le corps ne fabrique qu'en insuline. Donc, l'unique traitement est l'apport d'insuline. Le diabète de type 2, normalement découvert habituellement chez les personnes jeunes. Le diabète de type 2, il s'appelle aussi le diabète non insulinodépendant ou diabète gras. Les personnes atteintes de diabète type 2 sécrètent de l'insuline, mais cette hormone-là régule avec moins d'efficacité le taux de sucre sanguin. Donc, la prise en charge des personnes atteintes de diabète type 2 repose essentiellement sur des mesures équilibrées avec activité physique.
ainsi que sur des traitements médicamenteux et pas l'apport de l'insuline. Il s'appelle diabète de type 2 aussi, diabète gras, parce qu'il touche surtout les personnes en surpoids ou obèses. Troisième type de diabète primaire, c'est le diabète gestationnel, diabète qui survient chez une femme prédisposée, défi des modifications métaboliques provoquées par la grossesse. Maintenant, diabète secondaire. Diabète secondaire, le diabète secondaire peut se déclarer chez les personnes souffrant de certaines maladies, telles que les maladies pancréatiques, comme les fibroses kystiques, le cancer du pancréas, et aussi les maladies endocriniennes, les syndromes de Cushing, le syndrome de Cushing. Le syndrome de Cushing, c'est l'hyperproduction du cortisol ou d'autres corticoïdes, l'hyperthyroïdie, etc. Et quelques syndromes génétiques aussi, le syndrome de Down ou la trisomie 21, le syndrome de Turner, anomalie chromosomique, entraînant le plus souvent au défaut de fonctionnement des ovaires, et même les infections virales. Et le diabète secondaire résultant aussi d'un traitement médicamenteux, comme les glycocorticoïdes, les médicaments pour traiter les médicaments antiépileptiques aussi peuvent provoquer diabète secondaire, etc. Maintenant, le moyen de diagnostic des troubles de la glycorégulation et de surveillance de l'équilibre glycémique. Comment détecter ou diagnostiquer que ce patient-là est atteint de diabète et comment contrôler l'équilibre glycémique chez un patient diabétique. D'abord, la glycémie à jeun. La glycémie à jeun, c'est un critère de diagnostic par excellence. La glycémie à jeun s'effectue par dosage ou mesure de glucose sur le sang veineux et même sur le sang capillaire. S'il y a une élévation anormale de la glycémie à jeun, impose le second dosage pour confirmer cette anomalie. Il y a la glycémie postprandiale ou aléatoire, à n'importe quel moment de la journée. La glycémie capillaire. Ici, la glycémie postprandiale, c'est un moyen de surveillance et pas de diagnostic. Faites attention. C'est un moyen de surveillance. Troisième moyen utilisé, c'est l'HGPO, l'hyperglycémie provoquée par voie orale. L'HGPO permet d'étudier l'évolution de la glycémie après l'absorption de 75 g de glucose dissous dans 300 ml d'eau. D'abord, on mesure la glycémie veineuse à jeun, puis 2 heures après, la charge en glucose. On pratique pour dépistage des troubles glycorégulation durant la grossesse. Donc, moyen de dépistage des troubles glycorégulation durant la grossesse ou chez la femme enceinte. Dernier moyen utilisé, c'est l'hémoglobine glyquée. C'est un moyen de surveillance et pas de diagnostic. L'HB glyqué permet d'évaluer le taux de glucose sanguin au cours des 3 derniers mois. Donc, l'HbA1c, c'est un marqueur de risque de complications de diabète à long terme. Maintenant, on passe au dosage de la glycémie veineuse. Dosage de la glycémie veineuse ou la glycémie à jeun, on va voir les méthodes enzymatiques couplées par lecture photométrique. Il y a 2 techniques utilisées ici. Les méthodes enzymatiques, la première technique,
utilise le système hexokinase, HK, et glycose 6-phosphate déshydrogénase. Deuxième technique utilise le système glycose oxydase pyroxydase, GOD, POD. La première technique utilise le système hexokinase, glycose 6-phosphate déshydrogénase. La méthode hexokinase, c'est une méthode enzymatique utilisée pour déterminer quantitativement le glucose dans le plasma et même dans les urines. Donc, l'hexokinase catalyse la phosphorylation de glucose en glucose 6-phosphate. Le glucose 6-phosphate est réduit en 6-phosphoglyconate en présence de deuxième enzyme, c'est l'enzyme déshydrogénase, avec une réduction parallèle de NAD en NADH. De NAD en NADH. Donc, la quantité de NADH formée est proportionnelle à celle des glucose. Plus on trouve de NADH dans la solution finale, et plus il y a concentration élevée de glucose dans la solution au début. Donc, les mesures sont effectuées. Comment déterminer la quantité de NADH formée? C'est par des mesures effectuées à 340 nanomètres. On va faire l'absorption de NADH. On détecte ou on détermine la quantité à longueur d'onde 340 nanomètres. C'est le maximum d'absorption du NADH. Parmi les inconvénients de cette technique, l'exokinase utilisée, ici, la première enzyme, est une enzyme relativement peu spécifique parce qu'elle catalyse la phosphorylation des hexoses en général. C'est-à-dire, elle n'est pas spécifique pour le glucose, pas plus, mais peut catalyser la phosphorylation de démanose, de fructose, etc. L'essentiel catalyse la phosphorylation des hexoses en général. Les hexoses qui se trouvent dans le plasma. Elle est parmi les inconvénients de cette technique. L'échantillon utilisé pour le dosage de glucose, plasma, sans hémolyse, bien sûr, le sérum doit être séparé le plus tôt possible des coagulants. Maintenant, calcul. Comment calculer la concentration de glucose veineuse? Pour calculer la concentration de glucose dans l'échantillon, la concentration de glucose dans l'échantillon est égale à l'absorbance de l'échantillon sur l'absorbance de l'étalon fois la concentration de glucose de l'étalon. La concentration de glucose dans l'étalon est égale à 100 mg par décilitre. Dans certaines fiches techniques, vous pouvez trouver cette équation, que la concentration de glucose dans l'échantillon est égale à l'absorbance de l'échantillon moins l'absorbance de blanc. C'est l'absorbance d'étalon moins l'absorbance de blanc fois la concentration est égale à 100. L'absorbance de blanc, normalement, presque est égale à 0. C'est pour ça la valeur de l'absorbance de blanc ici est négligeable, parce que presque est égale à 0. Sinon, il y a l'absorbance de blanc supérieure ou est égale à 0,35. Ici, l'interprétation que le réactif utilisé ne sont pas de bonne qualité. Donc, il y a problème qu'il est réactif. Ça fait des faux résultats. Donc, normalement, l'absorbance de blanc presque 0, voilà, l'essentiel ne dépasse pas 0,35. Donc, des valeurs négligeables. La concentration de glucose dans l'échantillon, ici, la concentration obtenue toujours en milligrammes par décilitre. Parce que l'unité de la concentration dans l'étalon est milligrammes par décilitre.
Donc, l'unité de la concentration de glucose de l'échantillon est égale en milligrammes par décilitre. Maintenant, le facteur de conversion. Là, pour obtenir la concentration de glucose dans l'échantillon en millimoles par litre, tout simplement, il faut multiplier la concentration en milligrammes par décilitre fois 0,0555. Deuxième technique, c'est la technique JOD-POD, technique utilisant le système glucose-oxydase peroxydase. Ici, voilà la réaction de dosage. Avec la réaction de dosage, le glucose-oxydase, GOD, catalyse l'oxydation du glucose. Donc, cette enzyme-là est spécifique pour le bêta-déglucose et pas alpha, bêta-déglucose. Catalyse l'oxydation de bêta-déglucose en présence d'oxygène en acide glyconique et peroxyde d'hydrogène, H2O2. Maintenant, le glucose, c'est le glucose plasmatique normalement. Normalement, le plasma est de pH est égal à 7. Le glucose à pH 7 est sous forme cyclique. Et ce n'est pas linéaire, sous forme cyclique. À raison de presque 36% de glucose ici, et il est sous forme bêta, alors que 63% sous forme de alpha. Donc, à pH 7, il y a le glucose sous forme cyclique ou il y sous forme de. Il y a une forme alpha ou il y a la forme qui est 63% de glucose sous forme alpha, alors que 36% يكونوا sous forme bêta. L'essentiel, لما تحط le plasma avec en présence d'oxygène et H2O et après l'ajout de l'enzyme GOD, le glucose oxydase, l'enzyme va faire l'oxydation de bêta-glucose, déplace l'équilibre. Et l'alpha-glucose se transforme rapidement en bêta-glucose. يعني كل ما تصل la transformation, l'oxydation de bêta-glucose en acide glyconique, l'alpha-glucose va se transformer rapidement en bêta-glucose pour chercher l'équilibre. Et par cette façon, ça sera la transformation totale les molécules de glucose en acide glyconique et peroxyde d'hydrogène. Maintenant, le peroxyde d'hydrogène produit, l'H2O2 produit, se détecte avec le phénol, autre réactif, le phénol, et 4 aminophénazones en présence de POD. Deuxième enzyme, POD. Le POD, c'est peroxydase. Ça donne quoi? Ça donne la production de quinonimine et l'H2O. Le quinonimine, le produit, le premier produit, le quinonimine, est de couleur rose. Donc, l'absorbance 505 nanomètres. Au final, je vais mesurer la quantité de quinonimine produit. Comment mesurer la quantité de quinonimine produit? Par l'absorbance. Je trouve l'absorbance de quinonimine à 505 nanomètres. Oui, aussi, je veux connaître un peu la dose de glucose qui est le plasma. Le quinonimine produit de couleur rose, donc l'intensité de la couleur est proportionnelle à la concentration de glucose. Donc, la méthode ici, c'est une méthode enzymatique colorimétrique. Les calculs de la concentration de glucose dans l'échantillon, la même chose. Comme la technique A est égale, l'absorbance de l'échantillon, c'est l'absorbance des talons, fois 100 liée à la concentration. Alors, toujours la concentration ici en milligrammes par décilitre.
Si vous voulez obtenir la concentration en millimoles par litre, tout simplement, il faut multiplier le résultat fois 0,0555. C'est le facteur de conversion. Maintenant, les problèmes de spécificité de la deuxième technique. Il y a la technique qui utilise GOD, POD. D'abord, parmi les avantages de cette technique-là, GOD, l'enzyme de glucose oxydase, est spécifique de bêta-déglycose, spécifique seulement pour le bêta-déglycose. Ce n'est pas comme l'exokinase qui peut faire la phosphorylation des exokinases. Ce n'est pas spécifique pour le glucose. Malheureusement, mais la technique-là, la technique GOD-POD, malheureusement, la réaction, la deuxième réaction qui est la réaction, il y a la réaction TAL, la réduction de H2O2 en présence de phénol et 4R en quinonémine et H2O. Malheureusement, la réaction indicatrice catalysée par la POD, deuxième enzyme, est une source éventuelle de problèmes. Peut-être que ce sera des problèmes puis deuxième réaction. C'est à cause de quoi? Par exemple, la présence de catalase. S'il y a le catalase puis le plasma, donc il y a le catalase dans l'échantillon, il peut conduire à la réaction parasite. Il y a la réaction. Le catalase va neutraliser l'H2O2, deux molécules de H2O2, deux molécules de peroxyde en deux molécules d'eau et l'oxygène. Et même les molécules comme les glytations, on fait l'éthiol RSH et l'acide ascorbique aussi, vitamine C, sont capables de réduire ou neutraliser le peroxyde d'hydrogène en H2O. Donc, cet ensemble des réactions de catalase ou la présence de glytation ou vitamine C, conduit potentiellement à une erreur de mesure par défaut parce qu'une partie de H2O2 formée par l'action de la GOD sur le glucose ne serait pas transformée. Ça sera la transformation normalement du peroxyde d'hydrogène en quinonémine. Ça qui contient la présence de catalase ou la glytation ou la vitamine C, une vitamine C في البلازما ou في l'échantillon, là ça sera transformation, une réaction parasite liée à la transformation de l'H2O2 en H2O et c'est pas quinonémine. Donc là ça sera problème sur la spécificité de la deuxième technique GOD-POD. Maintenant, concernant l'échantillon utilisé, si vous utilisez des sérums ou de plasma héparinés, et si le glucose est stable pendant 8 heures à température ambiante, il y a presque 25 degrés Celsius. Il est stable pendant 3 jours à basse température, entre 2 à 8 degrés Celsius. Alors que si vous utilisez le plasma fluorure de sodium ou d'iodoacétate, maintenant le glucose est stable pendant 24 heures à température ambiante. Et même, vous pouvez utiliser les urines pour doser le glucose. Maintenant, il faut connecter les urines au flacon opaque et conserver à basse température entre 2 à 8 degrés Celsius. Conserver les urines de 24 heures avec 5 ml d'acide acétique glacial ou 5 g de sodium benzoate ou fluorure. Le tableau représente quelques valeurs de référence, les valeurs de la glycémie normale. Chez les nouveau-nés âgés de 1 jour, chez les nouveau-nés plus de 1 jour, chez les enfants, les adultes, les sujets âgés.
Par exemple, les nouveau-nés, un jour, la glycémie normale est entre 0,4 à 0,6 grammes par litre. Alors que le nouveau-né plus de un jour, âgé de plus de un jour, la glycémie normale entre 0,5 à 0,8 grammes par litre. Pour les enfants, le taux de glucose sanguine est entre 0,6 à 1 gramme par litre. Les adultes, les valeurs de référence pour les adultes est entre 0,74 à 1 gramme, 0,06. Les sujets âgés entre 0 et 1 gramme, 15. Alors que les sujets plus de 90 ans, valeur normale de glucose sanguin est entre 0,75 à 1,21 grammes par litre. Merci pour votre attention.